Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 9, Éric Trossat, brasserie d'Uberard à Uberard. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène en Alsace, à Uberard, dans le département du Bas-Rhin. C'est un village d'1 millier d'habitants, à 45 km au nord de Strasbourg. C'est dans ce village qu'Éric Trossat, l'un des pionniers du renouveau brassicole, installe sa brasserie en 1999. D'abord en plein centre du village, dans une ancienne manufacture de chaussures, puis 14 ans plus tard, dans un nouveau bâtiment construit sur mesure, dans une zone artisanale à la sortie du village. Mais surtout, je le redis, nous sommes en 1999. Il n'y a à l'époque qu'une poignée de brasseries artisanales en France. On n'achète pas son matériel sur Internet. Les fournisseurs de matières premières n'ont jamais envisagé de fournir d'aussi petits clients. Bref, les pionniers ont essuyé les plâtres et Éric Trossat a vécu cette époque épique. Bonjour, Éric Trossat, brasserie d'Uberard, petite brasserie depuis 99 à 45 km au nord de Strasbourg, à l'entrée des Vosges du Nord. Brasserie d'Uberard parce qu'on est dans le village d'Uberard, qui est le village qui a vu naître ta brasserie en 99. Alors c'est déjà une vieille brasserie à l'échelle de la brasserie artisanale française. Ah, complètement, en 99, on était un peu les premiers et on nous regardait un petit peu bizarrement comme des extraterrestres qui arrivent dans une terre de bière à s'installer au pied des grandes brasseries historiques et à pas comprendre comment aujourd'hui, à l'époque, on pouvait refaire de la bière de façon artisanale dans des cuves à lait même, avec des étiquettes bizarres qui étaient loin de l'imagerie traditionnelle des bières et puis surtout des bières qui n'étaient ni filtrées ni pasteurisées qu'on ne trouvait plus du tout à l'époque. Et puis brasserie Uberard, parce qu'on a mis du temps à trouver une idée, à savoir comment on allait s'appeler tout le temps de la construction de la brasserie. Donc c'est les gens autour de nous qui nous ont baptisé la brasserie d'Uberard. Puis aujourd'hui, ça paraît tellement naturel et facile à exprimer qu'on l'a gardé. Comme beaucoup de tes collègues brasseurs, rien ne te prédestinait à devenir brasseur. Avant ça, tu travaillais tu étais déjà dans la Manche, à Cherbourg, et tu travaillais dans le nucléaire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plus, depuis fort longtemps, il n'y avait plus de formation spécifique et dédiée à la brasserie. Puis de toute façon, ce marché n'existait plus, l'activité avait disparu. Et effectivement, on était un petit peu précurseur et j'étais surtout pas destiné à tout ça. Moi, j'ai une formation en mécanique et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie nucléaire, dans le transport de matières nucléaires à Cherbourg. Mais à Cherbourg, on est dans la Manche et on n'est pas très loin des seuls fabricants français de fûts en inox qui s'appellent Maisonneuve. Leur métier à l'origine, c'était de faire des bidons à lait en alu. Et ils ont évolué vers les fûts en inox à bière. Et c'est des gens que j'ai côtoyés dans le nucléaire parce qu'ils font également des fûts pour les produits vitrifiés de matière nucléaire. Et c'est eux qui m'ont entre autres accompagné au démarrage en me faisant des petits fermenteurs tout simples et en me vendant des fûts que j'ai pu leur payer de nombreux mois plus tard quand j'ai eu les moyens de le faire, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fournisseurs, de catalogue. On n'achetait pas son matériel pour construire sa brasserie en choisissant sur Internet. Ah, tout à fait. Il faut imaginer qu'en 99-98, le marché n'existait pas. Il y avait très peu de brasseurs artisans en France, donc pas de fournisseurs en face. Et surtout pas d'Internet comme on peut le connaître aujourd'hui, où on tape une question sur Google et puis on a tout de suite les réponses, les fournisseurs, et puis des blogs avec des collègues qui vous expliquent tout. Donc il fallait réfléchir pas mal. Il fallait inventer, on pouvait aller croiser quelques confrères qui existaient à l'époque, comme Lancelot, qui lui-même avait bricolé ses cuves et imaginé ses installations, ce qu'on a fait à Uberard en 99. Et avec des fournisseurs, on a trouvé du matériel chez les revendeurs de matériel de viticulture, qui petit à petit ont développé des choses spécifiques à la brasserie, mais c'était des choses qu'il fallait imaginer à l'époque et qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, quoi. Y compris pour les matières premières qu'on ne savait pas aller chercher dans les grandes malteries qui se trouvent en Alsace, parce que là-bas il faut y aller avec un train ou une péniche et personne ne faisait de l'épicerie pour ces nouveaux acteurs de la bière. Et toi qui venais du milieu de la mécanique, c'est même toi qui as dessiné tes premières cuves. Voilà, alors j'ai pu m'exprimer peu sur la façon de faire la bière, mais sur la conception, l'ingénierie entre guillemets de l'installation, ça a été une fabrication maison.
J'ai pu voir 2-3 petites brasseries qui existaient à l'époque et puis imaginer comment faire la mienne. Et à partir de cuve à lait et d'une autre cuve récupérée, j'ai fait une petite installation en fixe, sans tuyau souple. Et petit à petit, au bout de 7-8 ans, qu'on a quasiment automatisé et qui fonctionnait très bien et qu'on a revendu quand on a changé de bâtiment il y a 8 ans. Et aujourd'hui, c'est une installation qui tourne à Perpignan, chez la brasserie Bock. Comment est-ce que du nucléaire, on devient brasseur? Qu'est-ce qui t'a poussé sur ce chemin-là? Le nucléaire, c'est un gros système avec une grosse hiérarchie, beaucoup de contraintes, mais où on apprend beaucoup de choses. Et c'est un métier qui m'a passionné les premières années. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était mon caractère était un petit peu différent de ce qu'on attendait là-bas. Et moi, j'avais besoin d'indépendance et j'avais envie de monter mon entreprise, mon petit truc à moi. Et c'est complètement par hasard parce que je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. C'est complètement par hasard en faisant un pèlerinage à Strasbourg où j'ai fait mes études que je croise Jean-Claude Collin qui, à l'époque, était l'instigateur de Robière, qui m'a parlé des brasseries artisanales. C'était fin 97. Il m'a parlé des brasseries artisanales qui étaient en train de se créer un petit peu aux quatre coins de la France. Moi qui étais devenu, après mon passage en Alsace, un amoureux des bières, mais sans savoir comment ça se faisait et à qui ça pouvait se vendre, etc., je me suis dit, voilà, ça c'est une bonne idée. Je vais monter ma brasserie. Et en Alsace. Parce que la région m'avait plu le temps de mes études. Mais y revenir 10 ans plus tard, le regard n'est pas le même quand on est étudiant et quand on doit s'y installer dans une région qui est quand même très particulière, avec une identité très forte, avec une langue particulière, parce que sans aucun moyen, quasiment aucun moyen financier, on n'avait pas d'autre choix que de s'installer au fond de la campagne où l'accès était un peu plus facile financièrement à la location d'un bâtiment. En Alsace du Nord, au milieu des Alsaciens qui parlent qu'alsacien, voir arriver des gens de la France de l'intérieur qui vont faire une brasserie... C'était deux mondes complètement opposés qui se sont côtoyés et finalement, rapidement, on a fini par s'apprécier et puis également des confrères des grandes brasseries qui, au bout de 2-3 ans, ont compris que le marché, on le faisait ensemble. On était sur un même produit, une même diffusion et que voilà, on était sur une complémentarité et que tout le monde avait à y gagner de travailler ensemble, côte à côte. Tu t'installes au départ au centre du village d'Uberard avant de déménager sur le site où tu nous reçois aujourd'hui. Il fallait commencer quelque part et puis petit à petit la brasserie a grandi. Il fallait commencer quelque part avec très peu de moyens. Donc on a jeté notre dévolu sur une ancienne manufacture de chaussures qui était un petit peu en ruine au centre du village d'Uberard. Et donc pendant 2 mois, tous les jours, je suis allé voir le maire pour lui dire vous voulez pas me louer votre ruine pour qu'on s'installe et qu'on y monte une brasserie. Donc au bout de 2 mois, il a lâché l'affaire, il nous a donné les clés du bâtiment, qui était très 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 sommaire en équipement, hein, et on a tout installé à l'intérieur. Et au bout de 2 ans, comme on était encore là, ils nous ont mis des fenêtres, une porte et aménagé une cour. On a pu faire avancer la brasserie pendant 14 ans dedans. Et au bout de la 12e année, donc on a fait l'acquisition d'un terrain en zone artisanale à Uberard pour y construire un bâtiment vraiment dédié à la brasserie où on a posé les éléments, les fonctionnalités, on a dessiné un bâtiment autour et puis aujourd'hui on y est encore et ça fonctionne très bien. Ça reste une petite brasserie, une petite équipe, 4 salariés plus toi aux manettes. Voilà, après chacun développe son entreprise avec ses ambitions, son caractère. Moi ce qui me plaît c'est que le bâtiment, les installations fonctionnent correctement sans que forcément tous les ans il y ait des progressions à 1 chiffre ou 2 chiffres. L'essentiel c'est qu'à la fin de l'année on s'y retrouve correctement, qu'on dégage des moyens pour progresser au niveau des équipements et qu'on puisse améliorer nos conditions de travail tous les jours et la qualité de la bière également. Mais l'ambition d'Uberard, c'est pas dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans de tripler. Voilà, c'est de s'installer confortablement dans la durée et qu'on puisse se faire plaisir tous les jours avec une petite équipe de gens passionnés dans l'équipe. Quel est le regard que tu portes sur la filière bière aujourd'hui, 23 ans après t'être lancé à une époque où, on le rappelle, il n'y avait pas grand monde sur le marché? C'est incroyable et personne n'aurait pu l'imaginer. Nous-mêmes, en ayant démarré il y a 23 ans, imaginer tout ce qui s'est passé entre-temps. Déjà en 2010, on était 2-3, on pensait arriver à un palier ou à un maximum. Et en fait, il y avait encore tout à faire. Depuis 5 ans, c'est toujours une brasserie qui se monte tous les jours.
Et on le sent énormément parce que nous, depuis 5 ans, les ventes se sont développées toutes seules. On n'a pas de fonction commerciale dans l'entreprise. On produit ce qu'on nous achète. Et depuis 5 ans, on avance parce que la multitude de confrères qui se sont créés aux 4 coins de la France, y compris en Alsace, chacun a ramené des clients sur le marché de la bière et des clients qui découvrent la bière et qui aujourd'hui picorent un petit peu à droite à gauche. Et c'est cette nouvelle clientèle qui profite à tout le monde. En sachant que je pense que encore pour demain, il y a des bonnes marges de progression pour tout le monde. On reste quand même les derniers consommateurs de bière en Europe. On est moitié moins que la consommation moyenne en Europe. Donc il y a de quoi faire sans alcooliser la population. Il y a moyen à ce que tout se développe, continue encore et qu'il y a de beaux jours pour la brasserie artisanale en France et éventuellement encore pour la venue de quelques nouveaux, quoi. En 99, quand on crée sa première bière et que le paysage brassicole est celui de l'époque, on réussit à la vendre. Comment est-ce qu'on arrive sur le marché ? Comment est-ce qu'on se déploie ? On y arrive gentiment. Déjà, on essaie d'avoir quelques deniers auprès de la banque sur des prévisionnels qui sont complètement imaginaires. Il n'y a aucun recul, il n'y a pas de stade dans la profession. La profession n'existe pas, donc on imagine qu'on va pouvoir vendre des choses. J'avais croisé l'ami Lancelot Bernard à l'époque qui faisait déjà 2000 hectos, mais il avait déjà 12 ans d'existence sur un marché déjà bien bretonnant et captif, et ça faisait rêver. Alors je me suis dit, tiens, 2000, allez, on va pas être aussi prétentieux, je vais faire mon prévisionnel à 1000 hectos, et quand on ramène ça au nombre de bouteilles par semaine, je me suis dit, waouh, mais à qui est-ce que je peux vendre tout ça, quoi. Donc j'ai rétro-pédalé jusqu'à 300 ou 400 hectos pour faire le premier prévisionnel, et c'était déjà énorme. Mais bon, finalement, il y a quand même eu un petit effet de curiosité. Le chantier a duré 2 fois plus longtemps que prévu là, pour bricoler nos cuves-vallées. Par hasard, la presse s'est aperçue du projet et en a parlé, et les gens, les consommateurs attendaient nos produits, voulaient voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc les premiers brassins se sont vendus facilement. Il y avait un véritable effet de curiosité. Et puis on avait en Alsace quelques cavistes qui étaient déjà spécialisés dans la distribution de bières artisanales plus belges et allemandes. Mais voilà, il y a eu un petit engouement, et puis après les choses se sont mises en place tout doucement avec quelques cafetiers indépendants qui voulaient aussi présenter des choses originales. Mais l'affaire était pas gagnée en Alsace parce que il y a une vraie culture bière, mais on est attaché depuis des générations à sa brasserie, son brasseur historique, son distributeur historique, et puis il y a une vraie religion en Alsace aussi, c'est le picon. Et pour boire du picon, il faut une bonne Kronenbourg, une bonne Météor ou une bonne bière de Saverne, mais moins une bière artisanale. Les choses évoluent et on finit par y arriver, même au cœur de la première région brassicole française. Eric, on se retrouve au cœur de la brasserie. Aujourd'hui, c'est journée d'embouteillage. Aujourd'hui, c'est journée d'embouteillage. Oui, on ne va pas brasser en même temps. On a rattrapé le retard. On a eu un petit pic d'activité ces 15 derniers jours. Et aujourd'hui, tranquillement, oui, on va embouteiller. On va vider un fermenteur de 50 hectolitres. 50 hectolitres, c'est aussi la taille de tes cuves de brassage ? C'est la taille de la salle de brassage, et nos fermenteurs font, pour 6 d'entre eux, 50 hectos. On a 2 fermenteurs de 25 pour faire des choses plus particulières. Et puis on a un plus gros de 150 hectos pour faire du mou, pour destiner au whisky. Ouais, parce que ça y est, le whisky, tu y es venu ? On y est venu, oui, il y a 6 ans maintenant. C'est un projet qui remonte à 6 ans. C'était histoire de sortir un petit peu la tête du quotidien. Et puis le whisky, c'est le prolongement de la bière. Contrairement à la bière, on est les premiers consommateurs de whisky en Europe, avec une consommation qui tend aussi, comme pour la bière, avec des consommateurs qui cherchent des produits locaux, artisanaux, savoir comment c'est fait, par qui c'est fait. Et dans cet esprit-là, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. On a collaboré pendant 20 ans avec une distillerie à Uberard. À Uberard, on a la chance d'avoir déjà 2 distilleries qui ont basculé sur le whisky. On a collaboré avec l'une d'entre elles pendant 20 ans. Et depuis 6 ans, avec un ami, on s'est associé sur le montage d'une distillerie.
Nous, on fait ce qu'on appelle le wash. On lui envoie à distiller chez lui, il nous renvoie notre eau de vie et il garde la sienne, le wash qu'il a besoin pour lui, pour son whisky. Et on a installé à la brasserie un chai où on fait le vieillissement et les assemblages de nos whiskies. Alors pour les non-initiés, le wash, c'est de la bière sans houblon. Exactement, c'est de la bière sans houblon. Pour faire du whisky, on utilise la même matière première que pour la bière, de l'orge, du malt d'orge qu'on va transformer comme si on faisait une bière quasiment, sans l'aromatiser avec le houblon. Et une fois la fermentation faite, on passe ça dans un alambic pour récupérer une eau de vie de malt à 70 degrés qu'on va mettre au minimum à vieillir 3 ans en fût. Aujourd'hui, la brasserie du Beurrard produit 5000 hectos à l'année, 4000 deviendront de la bière et 1000 du whisky. Exactement. Enfin, ça fera pas 1000 hectos de bière, hein, de whisky, parce qu'on va le concentrer un petit peu. On va diviser pas loin par 10 le volume, mais ça va faire une centaine d'hectos de whisky. Est-ce que tu peux nous présenter ton matériel ? Alors, on a vu gros, mais c'était une opportunité. Avant de déménager, on travaillait avec des cuvalets, on faisait des brassins de 11 hectos. Aujourd'hui, on a une installation semi-automatique pour faire des brassins de 50 hectolitres qu'on a acheté en Allemagne. On a des fermenteurs de 50 hectos également, 6, 2 de 25 et comme je disais, 1 de 150 pour le whisky. Et une petite ligne d'embouteillage qui tourne à 3000 à l'heure avec une soutireuse qui est de la première heure, qui date de juillet 99, qui a été faite en Alsace et qui nous rend bien des services encore jusqu'à aujourd'hui. On a un dépalettiseur semi-automatique, une étiqueteuse pour étiquette autocollante et puis depuis l'an dernier une encaisseuse. Ça c'est du bonheur aujourd'hui d'embouteiller avec ce matériel. Oui, automatisé au maximum pour réduire l'impact sur la pénibilité, oui, bien sûr. Oui, le métier de brasseur est un métier super sympathique vu de l'extérieur, mais comme je dis toujours, quand on est dans une brasserie, si on n'est pas équipé un minimum, c'est un véritable métier, travail un peu de bourrin, entre guillemets, où on déplace des tonnes tous les jours, aussi bien de sacs de malt que de bouteilles vides, de bouteilles pleines, de cartons qu'on charge chez les clients, qu'on va livrer. Et donc, sur la durée, si on ne veut pas se ruiner les articulations et la santé, il faut s'équiper un minimum. C'est beaucoup d'investissement et aujourd'hui, on est content d'avoir ces équipements qui préservent la santé des salariés et qui tous les jours rendent le travail intéressant. Et ça, c'est un peu le message de l'ancien combattant de la bière pour les jeunes générations. Complètement, oui. Pensez à votre santé quand vous vous installez, c'est d'avoir tout de plein pied et puis regardez aux subventions auxquelles on peut accéder, notamment avec la CARSAT qui combat les troubles musculo-squelettiques et qui vont vous aider au travers de subventions à vous équiper pour embouteiller ou pour éviter de vous casser le dos vous équiper avec des gerbeurs électriques ou avec des fumeuses de palettes, des encaisseuses, tout un tas de matériel qui sont les bienvenus pour un travail quotidien. Parlons un peu des matières premières que tu utilises. Pour le houblon, depuis le début, on est 100% Alsace. Et on va dire, on se suffit, on se contente des variétés. Et voilà, on pourra toujours aller chercher de l'autre bout du monde d'autres choses. Mais bon, voilà, ça c'est la philosophie de l'entreprise. Et on arrive malgré tout à avoir une belle diversité, une belle gamme de produits avec des produits 100% locaux. Pour le malt, depuis quelques années, sur la filière bio, on a une filière courte qui s'est constituée en Alsace, où on a des orges bio d'Alsace qui sont maltées juste à côté de chez nous, de l'autre côté de la frontière, à peine 1 heure de route en Allemagne, dans une petite malterie artisanale. Les orges conventionnelles pour le Pilsen viennent également de tout le bassin rhénan, donc très local. Et sinon, pour les orges, les maltes spéciaux, on achète ça dans les malteries qu'on connaît tous en Belgique ou en Allemagne. On a dit que l'équipe Uberard c'était 5 personnes, 4 salariés plus toi. Quels sont les postes de chacun ? Alors j'ai 2 personnes au brassage, 2 jeunes qui sortent de Poligny, là, qui sont formés avec une licence et qui sont plein de connaissances et avec plein de bonnes idées et qui nous font de beaux produits. Qui n'ont pas leur temps occupé à plein temps, donc ça leur laisse du temps pour aller voir les clients, pour faire quelques livraisons, des accueils de groupe. J'ai une personne qui s'occupe du chai, de whisky, et pareil, qui n'est pas à plein temps sur cette fonction-là, et donc qui a du temps
accueillir des groupes et faire des livraisons. Chacun est un petit peu polyvalent et à l'occasion de sortir un peu de l'environnement quotidien de la brasserie et d'aller à la rencontre des clients, d'avoir des retours des clients. Et puis en dernier lieu, on a une secrétaire qui fait de l'accueil et qui suit les livraisons, la facturation, les prises de commande. 23 ans après, toujours pas de commerciaux ? Non, ça c'est un peu la particularité, c'est qu'on n'a pas de véritable fonction commerciale dans l'entreprise et encore aujourd'hui 90% des clients qu'on livre sont des clients qui sont venus nous chercher. C'est confortable ça ? C'est confortable, oui, si on était bon commercialement on ferait peut-être différemment, mais aujourd'hui quand on sait pas le faire, on a la chance que le produit attire le client et que la brasserie puisse se contenter d'un fonctionnement tel. Mais d'un autre côté, moi j'ai pas non plus des ambitions démesurées et un développement et je ne saurais pas gérer non plus de salariés, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui s'équilibre bien comme ça et qui me suffit. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, nous allons pouvoir découvrir une partie de la gamme des bières Uberard. Eric, que nous as-tu préparé ? Olivier, tu m'as suggéré 5 produits et pas plus pour les 5 dernières minutes. On va commencer par la dernière bière qu'on vient de sortir, une bière toute légère, la Summer White, qu'on a fait en collaboration avec les bières du Donjon, avec Romain qui était là chez nous il y a 15 ans en stage quand il était tout jeune étudiant. Maintenant c'est un aguerri de la brasserie et il officie où ça déjà ? En Côte d'Or, merci. Et il nous fait des bières extraordinaires, assez exubérantes par rapport à ce qu'on fait. Et on a mêlé nos deux sciences pour sortir un petit truc gentil pour l'été. Une bière à 3,5 d'alcool, aromatisée au miel, à la verveine, au gingembre et au citron. Donc ça, c'est vraiment une bière rafraîchissante qu'on va boire bien fraîche, qui a très peu de sucre résiduel, qui est vraiment faite pour désaltérer et avec des arômes très légers de verveine, de citron, de gingembre. Je ne vais pas te dire qu'elle est bonne parce qu'elle l'est, mais d'expliquer tout ce qu'on retrouve, après elle a un beau trouble pour une blanche digne de ce nom, avec une petite mousse généreuse. Tout reste très léger, quoi. Il faut quand même qu'on mette le fond de la bouteille pour avoir un peu de levure et puis des arômes souvent qui se concentrent dans les levures. Alors on est sur un petit nez citronné et en fin de bouche on a des bons retours de verveine et puis le gingembre qui vient sur la fin là, qui prolonge le plaisir de la dégustation. Allez, c'est parti pour la deuxième. Deuxième bière, on attaque notre bière blonde bio. On a développé une gamme bio depuis une petite vingtaine d'années qu'on a élargie encore ces derniers temps avec une IPA il y a 2 ans et puis la Summer White qu'on a dégustée juste avant avec des orges locaux, maltés localement et comme pour toutes nos bières, bio ou non bio, avec que des houblons 100% Alsace. Une bière toute gentille, très consensuelle, comme la plupart de nos bières, que j'étiquette des bières type début des années 2000, avec la naissance de l'artisanat en France, des bières qui sont faites en fermentation haute, en double fermentation, non filtrée, non pasteurisée forcément, et qui étaient à l'époque quelque chose de très différent des bières qu'on trouvait sur le marché, des bières traditionnelles, filtrées, pasteurisées, des pils ou des lagers. On a des bières qui sont toujours légèrement troubles, on n'est pas filtré, un nez très léger, une mousse, on n'est pas les spécialistes de la mousse, donc on a régulièrement très peu ou moyennement de mousse sur nos bières. On ne travaille pas non plus avec des additifs techniques pour améliorer tout ça. On s'en contente, ça va très bien. Au nez, on est surtout sur des arômes de fermentation. Notre gamme bio est très légère en amertume, très peu houblonnée. On travaille uniquement avec du houblon tradition, bio en Alsace forcément. En bouche, elle passe toujours aussi bien. C'est léger, c'est une bière désaltérante,
des arômes très légers de levure, développés par les levures, quoi. Troisième dégustation. Olivier, un petit doigt de Dieu, évidemment. Donc ça, c'est un de nos produits emblématiques, la doigt de Dieu, depuis 2000 qu'on l'a fait, même 99. Une ambrée avec un bon petit caractère. Voilà. Sur l'étiquette, on retrouve stylisé la cathédrale de Strasbourg. C'était par rapport à toute notre imagerie, iconographie. À l'époque, je voulais quelque chose qui nous rattache un peu plus à l'Alsace pour les gens qui viennent nous visiter et comprennent que ça soit un produit alsacien. Une bière ambrée, donc, avec un petit trouble léger, une belle couleur orangée, une petite mousse légère, et puis on est vraiment sur des arômes là où on laisse la place aux arômes de malt, très peu d'amertume, et puis on est vraiment sur les céréales, biscuits, pain grillé, caramel léger. Toujours avec très peu de sucre résiduel, on est sur des bières rondes mais sans sucre. Voilà, donc une petite bière toute légère, très consensuelle, ambrée, comme je vous l'ai dit, avec des petits arômes. On est vraiment sur les céréales en retour. Oui, effectivement, à la dégustation, on sent bien la céréale en fin de bouche. 50% sur cette bière sont des maltes spéciaux, des maltes pour les spécialistes Munich, caramel et biscuits, avec un EBC de 50 sur les maltes spéciaux. Une bière très peu houblonnée, avec peu d'amertume, on laisse vraiment la place aux arômes de céréales. Quatrième dégustation. C'est parti pour la quatrième dégustation avec une super papa que certains d'entre vous ont déjà pu apprécier il y a quelques temps à l'occasion de la fête des pères. Une brune avec un vrai caractère qu'on appelle une Baltic Porter pour les aguerris des styles. Beaucoup de maltes spéciaux, des maltes bien torréfiés. On est vraiment sur des arômes de chocolat, légèrement café, très marqués, très rondes, 7,3 d'alcool. Houblonnage moyen, on est toujours sur cette bière, on n'est pas sur les houblons, un tout petit peu d'amertume, mais vraiment les céréales, les arômes bien corsés de chocolat, léger café, tout plein de rondeur en bouche, avec une belle petite mousse qui persiste. Difficile à décrire, il faut vraiment la goûter. Super papa. Et là, on va crescendo aussi en termes de degré d'alcool, puisque sur cette bière, on est à 7,3. C'est finalement assez récent, des bières au-delà de 5 degrés à la brasserie Uberard. Ah oui, pour nous, c'est tout récent. Jusqu'à présent, on se contentait de bières à 4,8. C'était une volonté. C'est vrai qu'on a cédé un petit peu aux demandes de nos clients. On a sorti 2 bières à 7,3, une brune et une blonde, et puis plus récemment, une double IPA à 8 degrés. Mais ça reste quand même des volumes marginaux chez nous, avec une clientèle qui reste attachée à des produits légers, faciles à boire et relativement consensuel. Cinquième dégustation, on est sur le stout de la maison. Exactement. Plus précisément, une rustic porter. On appelait ça une bière noire, mais les spécialistes nous ont corrigé. On a immédiatement corrigé l'étiquette. Alors ça, c'est une des toutes premières bières qu'on a faites. On a arrangé quand même au fur et à mesure des années la recette, mais à l'origine, on l'a faite en 99. Il y avait un festival, on venait à peine de démarrer, un festival du pétrole juste à côté de chez nous, parce que faut savoir qu'à côté du Beurard, toute l'histoire mondiale du pétrole a démarré dans les années 1750, où on creusait, on ramassait déjà du pétrole qui suintait à la surface des champs. Et donc cette bière noire, nous on existait à peine, les festivaliers, ils ont pris peur, ils l'ont pas prise. Mais on a eu de la chance, on avait l'éclipse qui suivait la semaine d'après. On a une éclipse totale en Alsace qui est passée en août 99 et c'est devenu la bière de l'éclipse. Et elle a rencontré un petit succès sympathique et derrière, on l'a réédité. C'est devenu Jean Balthazar et à la même période, on a fait une bière aux fruits rouges qu'on a appelée Marie-Noël, qui était notre bière de Noël. En référence à quelle chanson ? Forcément à notre ami Dutronc et la fille du Père Noël, quoi. Marie-Noël. Voilà, donc c'est une noire légère à 4,8 degrés d'alcool, peu amère. On est vraiment sur des arômes de malt de céréales, de café, avec une toute petite pointe de malt tourbé qu'on utilise pour notre whisky. Allons-y pour la dégustation. Hop là, une belle mousse encore une fois.
un nez vraiment sur le café, céréales. Et en bouche, énormément d'arômes, toujours café, céréales. En fin de bouche, notre léger tourbé qui arrive. Une bière gourmande et légère. La question piège, c'est pour la fin. 2 conditionnements principaux chez Huberard. La bouteille classique de 33 centilitres, mais la bouteille de 50 centilitres. Alors pourquoi ce format ? En fait, 90% de nos bières sont conditionnées en bouteille de 50 sur un format type anglais qu'on trouvait original, et ça permet de se démarquer en 99 quand on a lancé notre production de tout ce qui se faisait. Puis on est resté attaché à ce format, et aujourd'hui encore, on fait très peu de bouteilles en 33 sur un format un 33 qui est une bouteille homothétique de la 50 avec un grand col différentes qui permettent de se différencier également en rayon des traditionnels Steiny ou Long Neck. Comment est-ce que la brasserie a évolué ? Parce que évidemment aujourd'hui il y a tout un panel de recettes, je les ai pas comptées, mais tu vas nous dire ça par cœur. Au fil du temps, on a une vingtaine de recettes, mais on a décliné, on va dire, sur les couleurs, sur l'aromatisation. On n'en est pas encore venu aujourd'hui, à part une IPA, on n'est pas sur les produits tendance ou développés par les nouveaux acteurs de la profession. Et on n'ira pas sur ce marché. Voilà, chacun se complète. Aujourd'hui, on est content de voir arriver des nouveaux acteurs avec des nouveaux produits, des NEPA ou d'autres choses. C'est pas non plus notre registre, c'est pas forcément notre clientèle ou notre savoir-faire, et on continue sur nos bières qu'on maîtrise depuis 23 ans. Des projets pour Huberard ? Oula, des projets, on en a eu des gros. Pour l'instant, il n'y en a plus trop. Non, on va poursuivre les collaborations, certainement avec les bières du donjon, parce qu'on est content du premier résultat, et eux aussi. Et puis ça crée une dynamique sympathique, et puis c'est l'occasion de sortir des sentiers battus, et pour chacun d'aller voir ce que les autres font. Voilà, puis après au niveau des bâtiments, on est bien, et les prochaines évolutions ce sera peut-être encore d'arranger un petit peu la ligne d'embouteillage, voilà, pour offrir plus de confort aux employés. Merci à Eric Trossa et à toute l'équipe de la brasserie Huberard pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous, et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours à Marseille pour une autre visite de brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.